Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant une audition sur la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourd. Alors vous le savez, le Sénat a créé une commission d'enquête sur les modalités du montage du contrat qui lie la société Ecomove à l'État pour la mise en œuvre justement de cette écotaxe poids lourd. Dans le cadre de ce contrat, l'écotaxe doit rapporter plus d'1 milliard d'euros par an, dont 270 millions d'euros uniquement pour la société Ecomove. Je vous propose donc d'écouter dans un instant l'audition de Jean-Paul Faugère, qui était directeur de cabinet de François Fillon entre 2007 et 2012. Allez, mes chers collègues, nous allons auditionner maintenant Jean-Paul Faugère, qui a été le directeur de cabinet de M. François Fillon, Premier ministre. Alors, cher monsieur, nous souhaitons comprendre quel a été le processus décisionnel qui a conduit à la mise en place de l'écotaxe poids lourd et comment ce projet a été piloté. Nous avons auditionné hier M. Jean-François Carenco, qui était le directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo. Il nous en a indiqué avoir rendu compte à votre cabinet tout au long de ce dossier. Donc nos questions, c'est quel a été le rôle du Premier ministre, comment s'est faite la répartition des compétences avec les ministères de l'écologie et du budget. La question de l'inclusion du recouvrement de l'écotaxe dans le périmètre du contrat de partenariat, est-ce que ça a fait l'objet de réflexions particulières au sein du gouvernement? Voilà, tout un tas de questions qui seront complétées, bien sûr, tout à l'heure. Je vous informe que votre audition est ouverte au public, à la presse, fait l'objet d'une captation vidéo, ainsi que d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Je vous rappelle également qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Alors, Monsieur Faugère, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Donc, je vous propose donc de nous présenter un petit exposé liminaire d'une dizaine de minutes, à la suite duquel Madame le rapporteur, nos collègues et moi-même vous poserons des questions. Vous avez la parole. Présidente, je vais essayer de vous présenter les quelques souvenirs personnels que j'ai de ce dossier, sachant que malgré tout, je ne suis pas le plus compétent pour répondre à l'ensemble des questions sur ce dossier qui est quand même très très technique. Ça, j'en ai le souvenir très précis, qui était vraiment très technique. Et donc, je n'en ai vu que les quelques principaux aspects au fur et à mesure que le dossier évoluait. Et techniquement, le dossier était suivi davantage à Matignon par le conseiller en charge du développement durable et éventuellement aussi le conseiller en charge du budget. Et alors, donc, je me référais plus à mon impression, à mes souvenirs personnels, plus qu'à quelque chose de très formel et administratif, même si, évidemment, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous souhaiteriez me poser. Et alors, me référant donc à mon expérience personnelle, permettez-moi de remonter un tout petit peu avant mon arrivée à Matignon auprès du Premier ministre, parce que je ne peux pas oublier que j'ai été préfet de la région Alsace de 2005 à 2007. Ça n'est pas tout à fait neutre puisque donc c'est le moment où commençait à s'appliquer la LKW-Maut en Allemagne. Et j'ai le souvenir très très précis de la réaction des Alsaciens, et à vrai dire c'est une réaction que je partageais en voyant défiler les camions étrangers sur les autoroutes alsaciennes en fait faire du simple transit. Et ce transit dans un réseau autoroutier gratuit, déjà saturé, posait un problème et n'était pas compréhensible pour les Alsaciens. Et je dirais que ça posait des tas de questions. Évidemment, un problème de sécurité routière, ça va de soi. C'était très ressenti quand on a des corridors de camions qui défilent et qu'on voit les plaques étrangères, ça provoque des réactions. On voit aussi un problème, je dirais, de qualité de l'air, parce que l'autoroute A35 qui traverse Strasbourg vraiment est tout près du cœur de Strasbourg. Enfin, on voit la cathédrale depuis l'autoroute. Et donc la qualité de l'air, les nuisances sonores, c'était des sujets très, très, très perceptibles. Et j'ajoute aussi, d'un point de vue très pratique, l'état de la chaussée
des autoroutes alsaciennes était moyen, je dois le dire, et même parfois dégradé. Et on ne pouvait pas ne pas établir la relation entre cette surcharge de trafic et effectivement ses conséquences dommageables. D'autant qu'il n'y avait aucun profit pour l'économie locale. Et donc, l'idée d'une fiscalité dédiée est venue très vite parmi les élus alsaciens. Je dois dire qu'il y a eu quelques hésitations sur le champ, et pour ma part, en tant que préfet, fait valoir qu'en droit, il était quand même difficile de ne taxer que les étrangers. Ça aurait été vu comme quelque peu provoquant à l'égard des normes de l'Union européenne. Je voyais aussi que les élus alsaciens auraient voulu que la totalité du produit de la taxe éventuellement envisagée vienne au bénéfice des collectivités locales alsaciennes. Là aussi, il y a pu y avoir quelques débats. Toujours est-il que l'amendement voté à un texte qui était en discussion à la fin de l'année 2005, à l'initiative des élus alsaciens et donc porté par M. Bure, député, a été voté. Et il s'est incorporé effectivement à la loi qui a été votée définitivement en janvier 2006. Je me permets d'insister sur cette espèce de généalogie parce que ça, je l'ai vécu. Et c'est évidemment un souvenir qui était très présent à mon esprit lorsque je suis arrivé à Matignon. Je me souviens aussi très bien que dans toute l'année 2006, qui était donc l'année qui suivait l'adoption de cette disposition, l'administration n'a rien fait, parce que, pour plein de raisons. Parce qu'elle ne savait pas trop comment s'y prendre, pour mettre en œuvre cette initiative parlementaire qu'elle n'avait pas vraiment vu venir. Et je dirais que plus elle creusait le sujet, moins elle était à même de l'aborder de manière approfondie. Et donc, il y a eu un peu de procrastination. Changement de quinquennat, lancement du Grenelle immédiatement, et le ministère en charge du développement durable a tout de suite repris l'idée de la fiscalité écologique. Avec une ambiguïté permanente entre l'objectif de rendement et l'objectif d'évolution des comportements. C'était une ambiguïté, mais à vrai dire, du point de vue du ministère de l'écologie, c'était plutôt l'évolution des comportements qui était souhaitée. Et ça s'est décliné en 3 idées, celle du bonus-malus automobile, évidemment, et d'ailleurs que le ministère aurait bien voulu étendre à une série d'autres domaines, sur tous les biens de grande consommation par exemple, mais bon, c'est l'automobile qui a débouché. La deuxième idée, c'était la contribution climat-énergie ou la taxe carbone, qui a eu le devenir que l'on sait, et puis c'était l'écotaxe, donc poids lourd. Donc il y avait quand même bien une logique politique qui a été confortée par les conclusions du Grenelle. Alors je dois dire, et c'est une évidence, que du coup l'administration y a vu aussi un certain intérêt budgétaire, car alors que l'affaire alsacienne était une affaire anecdotique vue de Paris, malgré tout au plan national ça commençait à devenir différent. Et l'impasse budgétaire dans laquelle nous nous trouvions sur le financement des infrastructures, trouvait là une solution merveilleuse. Alors, dans le stade de la mise au point du projet, je me souviens très bien qu'il y a eu une discussion, enfin qu'il y a eu une réflexion, mais elle a été en fait assez rapide sur les modalités. Car compte tenu de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire d'une certaine forme de perplexité face à l'ampleur, à la complexité du sujet, l'administration ne s'est pas sentie à même de prendre en charge un tel projet et de le mener à bien dans un délai raisonnable. Et surtout permettre d'alimenter le budget de la FIFT, qui était donc gravement déficitaire. Donc, compte tenu d'un avis du Conseil d'État qui était favorable en termes juridiques sur la possibilité d'externaliser la perception et la mise en œuvre de l'écotaxe, compte tenu aussi d'une réflexion opposant d'une part un marché classique ou plusieurs marchés classiques, parce que ça n'aurait certainement pas été un marché unique, et un contrat de partenariat, évidemment, avec côté un peu novateur encore de cette formule juridique. Bon,
Cette réflexion a été en fait assez rapide, car la mission d'appui qui devait formuler une réflexion, une proposition, un avis sur la procédure à retenir, a bien souligné que compte tenu de la complexité du projet, de l'incertitude sur les choix technologiques, de l'ampleur du système informatique, eh bien oui, il était assez naturel de recourir à cette formule. J'ajoute qu'il y avait une contrainte juridique qui a, je crois, pesé en partie, c'est que nécessairement, il y a une part d'externalisation dans un système de cette nature. En tout cas, c'est la perception qu'on en avait. C'est-à-dire que dès lors que la directive Eurovignette, enfin les directives européennes, impliquaient qu'on évite toute entrave à la libre circulation des marchandises, cela voulait dire nécessairement que le système utilisé par les poids lourds devait être interopérable. Donc, on ne pouvait pas avoir, je dirais, un système purement national fabriqué par l'État et ignorant le reste du monde. Et donc, l'idée qu'il y ait un acteur privé qui, je dirais, gère un système interopérable était une idée qui s'était imposée. Et j'ajoute que l'idée aussi qu'en recourant au contrat de partenariat, on pouvait avoir un dialogue compétitif qui permettait à l'administration d'avoir un vrai dialogue avec les candidats possibles pour bien comprendre quelle technologie allait être mise en œuvre et donc avoir un dialogue d'ingénieur à ingénieur, en quelque sorte, pour élaborer le projet et choisir vraiment en connaissance de cause, c'était une idée qui paraissait séduisante, surtout que l'administration soulignait à juste titre que les expériences précédentes montraient que c'était parfois très difficile et l'Allemagne avait démarré très laborieusement et même l'Autriche aussi. J'ajoute qu'au-delà des aspects techniques, je dois dire qu'il était évident pour tout le monde que l'administration ne savait pas faire. Pour de mauvaises raisons peut-être, mais elle n'avait pas les budgets d'investissement. Voilà. Et ces contrats de partenariat, même s'ils ont un coût, c'est évident, ben ça permet d'étaler la charge. C'est aussi bête que ça. Et honnêtement non plus, l'administration n'avait pas les hommes pour, j'irais, mener un tel projet. Et donc le recours au privé paraissait une formule, même si bien sûr elle a un coût. J'ajoute que l'aspect maintenance n'était pas non plus négligeable. Alors malheureusement, alors que bien sûr les conclusions du Grenelle étaient claires et le vote qui a suivi était est intervenu rapidement, malheureusement il faut bien le dire, il y a eu bien des avatars dans la gestion de ce dossier. D'abord parce que dès lors qu'il s'agissait bien d'un impôt, c'était un point évidemment capital parce que ce n'est pas une redevance puisque l'affectation des sommes n'est pas dédiée strictement, je dirais, au réseau qui génère le prélèvement, puisqu'on finance le rail, le fluvial, etc. Donc on est bien dans un impôt. Donc l'article 34 imposait à la loi d'être extrêmement précise et on y est revenu à plusieurs reprises. On a eu en second lieu, bien sûr, aussi le problème breton. Ça a été un sujet difficile et certains des élus de la majorité d'alors se sont montrés particulièrement présents sur le dossier, on peut le dire. Et il y a eu une négociation un peu à répétition avec eux, puisqu'il y a eu 2 ajustements successifs pour arriver à un compromis qui était le compromis final à 40%. Étant entendu qu'il fallait faire comprendre aux élus bretons aussi qu'une exonération pure et simple était tout juste impensable, puisqu'il y avait un problème d'égalité devant l'impôt, et que d'autre part, il fallait justifier la variation dans les limites autorisées par le droit communautaire au titre des régions périphériques. Donc il y avait une contrainte de droit. Et puis on a eu le dernier sujet de droit traité en dernier lieu, qui est la répercussion du coût en pied de facture. Et c'est vrai que c'était un sujet difficile parce que des contrats déjà conclus, eh bien, si le transporteur devait supporter la charge de l'impôt, c'est sûr que ça déséquilibrait son contrat. Et donc il fallait bien recourir à ce mécanisme législatif. On n'a pas eu que ces avatars, on a des avatars contentieux, vous le savez, le tribunal administratif, ensuite infirmé par le Conseil d'État en cassation qui nous a donné raison.
Alors, vous m'avez posé, Madame le Président, la question du rôle de Matignon. Bon, moi-même, je ne peux pas en témoigner dans le détail parce que je ne l'ai pas suivi au jour le jour, je le dis bien, mais je sais que des réunions interministérielles ont eu lieu régulièrement à Matignon sous la présidence des conseillers au développement durable auprès du Premier ministre. C'était clairement des réunions de mise en œuvre d'une décision politique actée dans le cadre du Grenelle. C'était une manière de mettre bien d'équerre le ministère du Budget, et notamment la direction des douanes, et le ministère de l'écologie et du développement durable. Et l'objectif des techniciens qui étaient à l'œuvre au service, je dirais, de l'objectif politique, l'objectif c'était bien de faire en sorte que les procédures se déroulent, que se déroulent normalement, qu'il n'y ait pas de fragilité juridique, et c'était, je dirais, l'obsession, je dirais, pour une affaire de cette importance, que de s'assurer que tout était bien en ordre. Alors là, nous avons eu un sujet difficile, c'est qu'une rumeur a commencé à courir, Mediapart a fait des articles, enfin bon, une rumeur, sur le thème, mais est-ce qu'il n'y a pas des influences sur le choix du co-contractant, influence hors du cadre légal. Et c'en est venu au point que le Premier ministre a reçu une lettre de la SANEF alertant le Premier ministre sur, disons, le déroulement de la procédure. J'en sais plus les termes exacts, mais c'est à peu près ça. Alors, là, il y a eu une hésitation, je dois le dire, à Matignon, parce que nous n'étions pas en charge du déroulement et de la gestion de l'attribution du contrat. Et il y a un principe juridique qui est qu'il y a égalité entre les candidats et que le dialogue compétitif doit placer à égalité les candidats. Donc, juridiquement, on ne pouvait certainement pas interférer. Mais d'un autre côté, le doute qui était en quelque sorte véhiculé par ces rumeurs avait quand même contaminé le petit milieu. Et c'était une musique désagréable aux oreilles du Premier ministre. Et donc, pour lever le doute, j'ai choisi de recevoir la SANEF pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Et je dois constater que ce qu'ils m'ont dit n'était rien d'autre qu'un plaidoyer assez classique en faveur de leur dossier, d'ailleurs de bonne facture bien sûr, où je me souviens qu'ils avaient fait valoir une sorte de préférence nationale, mais qui était totalement hors jeu. Et de toutes les manières, pour tous ces arguments, moi je les ai renvoyés vers le ministère et vers ceux qui étaient leurs interlocuteurs naturels en tant que candidats à l'attribution de ce contrat. Donc on en est resté là, mais je tenais à le préciser parce que c'est le moment où j'ai tenu un rôle personnel en interaction avec l'un des candidats. Ensuite, je me suis assuré que la procédure était respectée, qu'elle était solide, qu'elle était, je dirais, sans l'ombre d'un doute. Je me souviens avoir demandé au secrétariat général du gouvernement d'avoir une appréciation juridique pour donner les meilleures garanties au Premier ministre. Et puis à partir de là, moi j'ai effectivement suivi le calendrier. J'avais le sentiment que ce dossier avait déjà bien trop traîné. Et donc j'ai demandé au directeur de cabinet des ministres concernés d'aller au résultat. Je souligne que nous avions fait un plan de financement de la FIFT qui comportait une recette de l'écotaxe dans, je ne sais plus si c'était 2011 ou 2012, mais que cette recette allait manifestement manquer et que c'était quand même, disons, très peu satisfaisant pour le moins. D'autant que des projets concrets étaient retardés. Voilà. Alors, je veux peut-être évoquer d'un mot une question qui est revenue, je le vois bien assez souvent, qui est la question du coût. Je l'ai évoqué, la formule du contrat de partenariat est certes nominalement plus coûteuse à partir du moment où le partenaire privé il a sa marge, c'est clair. Mais est-ce qu'on pouvait, dans le cadre juridique qui était choisi et qui paraissait inéluctable compte tenu de ce que j'ai dit, en tout cas c'est ma conviction, est-ce qu'on pouvait faire mieux que le résultat auquel on est arrivé ?
je veux simplement dire que, personnellement, je ne le pense pas. Pourquoi? Pour deux raisons à titre principal. La première, c'est que la comparaison avec les autres offres n'a pas prouvé que Ecomove était hors sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, ce qui est souvent, je crois, évoqué, c'est la comparaison avec l'Allemagne. Et à cet égard, moi, je dis qu'il y a quand même des différences qui rendent l'écart finalement assez facile à comprendre, sinon à justifier. Le tarif au kilomètre n'est pas le même, donc ça fait une différence. 2, le système français est interopérable, donc le système allemand ne l'est pas. 3, l'amortissement des coûts fixes en Allemagne est sur une masse beaucoup plus grande, ça n'a rien à voir. Et 4, le réseau que nous taxons n'a rien à voir avec le réseau qui est taxé en Allemagne. Je veux dire, nous taxons des nationales, des départementales et quelques autoroutes gratuites en longueur très limitée. Ça n'a rien à voir. Et donc, finalement, je trouve que le résultat obtenu est assez positif. Voilà, je m'arrête là. Et pardon d'avoir été si long et je me tiens à vos dispositions. Non, merci beaucoup de cet historique qui est très, très précieux. Madame la rapporteure. Oui, sans m'appesantir sur le coup dont effectivement il est difficile de le comparer comme ça de façon très brute. Moi, je voudrais revenir sur la définition du périmètre du projet et donc du périmètre du PPP. Certes, l'aspect technologique, déploiement, etc. était sans doute important, complexe. Certes, les finances publiques ne permettaient pas sans doute d'y aller directement et le PPP était probablement effectivement une bonne solution. Mais le fait d'avoir inclus recouvrement et contrôle de cette taxe dans le périmètre du PPP n'a-t-il pas vraiment modifié la donne? C'est-à-dire qu'on est arrivé sur un PPP qui générait des recettes, ce que l'État n'avait encore jamais fait, enfin en tout cas pas à ma connaissance, et en tout cas pas dans une telle mesure. Donc est-ce qu'on n'a pas là pris le risque qu'on mesure aujourd'hui simplement d'avoir des demandes de l'État et notamment des douanes et des exigences qui se sont surajoutées les unes aux autres jusqu'à rendre la complexité cette fois-ci du système telle qu'on a abouti à tous les retards constatés, qu'on a abouti à des reports et à une incompréhension peut-être et aux émeutes ou à la révolte qu'on a pu voir contre l'écotaxe. Est-ce que Ecomove a, lors des réunions, alerté à un moment l'État sur cette montée en puissance des exigences, puisque d'autres candidats l'ont fait, en disant attention, vous êtes en train de demander beaucoup et ce que vous êtes en train de demander en matière de contrôle du recouvrement de cette taxe est au-delà du raisonnable et au-delà de l'investissement et la puissance technologique qu'il va falloir mettre en face. Il y a d'autres solutions. Donc, est-ce que Ecomove a, de son côté, alerté à un moment donné l'État sur cette dérive des exigences, notamment des douanes, sur le sujet? En fait, toutes ces questions ne sont pas venues je dirais, à moi pendant que j'étais à Matignon. Je préfère le dire clairement. Voilà, peut-être aurait-elle dû, mais en tout cas, je n'en ai pas eu connaissance, donc elles ont été traitées en dehors de moi. Je ne donne donc qu'un sentiment personnel auquel vous m'invitez, simplement, et donc qui n'a que cette valeur. Je pense qu'il n'est pas illogique que l'État ait souhaité déléguer la totalité du projet à un partenaire, parce que j'ai quand même le sentiment que tout est imbriqué. Enfin, c'est le sentiment que j'ai a priori, mais c'est une appréciation, je dirais, comme ça, et donc il faudrait une analyse technique que je ne peux pas faire dans l'instant. À la question, est-ce que la révolte, enfin, je reprends le mot, contre l'écotaxe est liée à tout ça? Pas du tout. Enfin, moi, j'en ai pas le sentiment. Ce sujet mijote quand même depuis un certain temps.
ce dont j'ai le sentiment, c'est que c'est finalement une forme d'hésitation, comme sur tous les projets difficiles, qui crée qu'il y a une coagulation des mécontentements parce que plus personne ne porte le projet. Pardon, c'est une appréciation qui sort évidemment du champ de mes responsabilités passées. Est-ce que Ecomou va alerter? Moi, j'en ai pas connaissance. Voilà. Donc si elle l'a fait, c'est pas venu à Matignon. Alors, est-ce que le contrôle qui a été demandé par les douanes va au-delà du raisonnable? Je n'en sais rien, mais j'observe une chose, c'est que les douanes n'ont pas voulu porter ce projet. Ils ont voulu clairement que ce soit sous-traité. Voilà. Je l'ai observé, c'est tout. Je ne peux pas dire plus. Peut-être qu'ils vous disent le contraire, je n'en sais rien. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai eu. Oui, juste, est-ce que je peux poser la question de la taxe douanière? Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que l'écotaxe est devenue une taxe douanière? Finalement, en fait. Si. Quelque part, quand oui, même. Quelque part, oui, c'est assez vrai. Pardon. Non, mais pour rester toujours sur ce sujet, vous avez parlé de l'Allemagne tout à l'heure, mais en Allemagne, le taux de recouvrement demandé est de 99%. En France, de 99,75%. Ça paraît rien, mais c'est gigantesque en termes de contraintes supplémentaires, surtout avec une contrainte de facturation à tort, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait la facturation, c'est la détection à tort de 1 pour 1 million. Donc c'est là où on a l'impression, vous me pardonnerez l'expression, j'espère, mais qu'on a amené les douanes chez le Père Noël et que du coup elles ont voulu s'offrir entre guillemets un impôt quasiment à 100% de perception et à 100% de non-erreur, donc à 0% d'erreur, mais à quel coût? Et j'enfonce le clou, si vous permettez, est-ce que, sur l'histoire du coût quand même, est-ce que peut-être on ne s'est pas du tout posé la question du coût, parce qu'en fait, ça allait de toute façon rapporter de l'argent. Donc c'est quand même un PPP un peu particulier. Donc je force peut-être le trait, mais c'est pour que vous me répondiez. Parce que souvent dans un PPP, ça se termine par une subvention publique d'équilibre, quelque part, ou de déficit d'ailleurs, pour couvrir un déficit. Tandis que là, ça a rapporté 1 milliard, 700 millions, un vrai milliard. Alors est-ce qu'on n'a pas été un peu plus négligent sur le coût, parce que de toute façon, ça allait rapporter des sous? Alors, psychologiquement, vous n'avez pas complètement tort. C'est-à-dire que ce que j'ai observé, c'est que le ministre en charge, et en accord avec nous, avait fixé un objectif qui était « on veut 1 milliard ». Voilà. D'entrée de jeu. Bon. Et d'ailleurs, le taux au kilomètre, qui avait été prévu à un certain niveau, a été rabaissé pour dire « voilà, on atteint le milliard ». Par contre, dire que le coût n'a pas été pris en considération, c'est un peu provoquant peut-être, parce que je me souviens quand même très bien que c'était un des éléments d'appréciation pour l'attribution du contrat. Donc, voilà. Alors après, quelle était la pondération de ce critère par rapport aux autres? Moi, je ne pourrais pas vous répondre. Alors une question à laquelle vous ne pourrez peut-être pas non plus répondre, puisqu'on n'est pas à huis clos, mais que j'ai envie de poser quand même. Et est-ce que dans tout ça, n'a pas compté aussi, indépendamment peut-être de l'envie des douanes, donc une fois de plus d'avoir l'impôt parfait, de se dire, et en plus on va avoir une vitrine technologique européenne, voire au-delà pour nos entreprises françaises, et donc ça vaut le coup, entre guillemets, une fois de plus, un peu tant pis pour le coût, tant pis pour la complexité, tant pis pour la difficulté, tant pis pour les retards, et puis le résultat des tant pis, c'est que c'est dommage. Je vois les ressorts psychologiques que vous développez. Je ne suis pas dans la tête des douanes, pardon. Mais voilà. Si c'est vitrine technologique, c'est les douanes et autres. Oui, et autres. Je vois bien. Il y a Thales, enfin, il y a toutes les entreprises qui sont impliquées, bien sûr. Rapporteur, alors je regarde s'il y a des collègues qui ont demandé la parole. Moi, je vais vous poser une question sûrement embarrassante, donc mais c'est notre rôle. Franchement, la question que je me pose, c'est pourquoi avoir sorti ce décret de répercussion à une date quand même, le 6 mai 2012 ? Ah, c'est bien tard. Hein. Il me semble. Ah, c'est bien tard. C'était même un peu quand même... non, mais... Monsieur Fougère, c'était quand même un peu compliqué de sortir un décret le 6 mai, non ? Écoutez, je vais défendre quand même, parce que ces périodes un peu équivoques, tous les gouvernements les ont pratiquées. Hein. Je regrette pour ma part, hein. En tant que fonctionnaire, j'aurais aimé que les choses se passent autrement. Mais j'observe que parfois les signatures se débloquent dans ces moments-là. Et il peut arriver qu'un ministre partant
veuille finalement rendre ce service à l'État, que finalement d'endosser la responsabilité et de ne pas la laisser à son successeur. Et finalement, je crois qu'il y a une certaine... voilà, il y a une raison à ça, et c'est un dossier bouclé qui a été laissé à la fin du quinquennat. Après, la suite est une autre affaire. Alors, mes chers collègues, pas de questions, M. Fougère. C'est vrai que c'est tout ce que vous nous avez rappelé, les différentes étapes. Je trouve que c'était très intéressant de revenir sur la manière dont vous avez dit. Et surtout, je vous remercie aussi d'avoir confirmé ce qui nous avait été dit, à savoir que ce n'est pas tant au kilomètre, etc., et qui donnait une recette de 1 milliard, mais c'est vraiment le choix qui avait été fait de dire on veut 1 milliard. Et après, voulant 1 milliard, on a mis tout ça en forme. D'accord. Ça, c'est important parce que vous le confirmez, on avait eu cette réponse-là. Et on a totalement externalisé un risque vers le privé. Alors, mes chers collègues, je vous trouve très taisant pour la première fois dans cette commission d'enquête. C'est extraordinaire. Éric Doligé ne veut pas parler des départements Non, Madame la Présidente, non, parce que pour une fois, il n'y a pas de remarques sur les PPP, donc je n'ai pas besoin de les défendre. C'est vrai. Donc voilà, qui est une de mes marottes. Ensuite, je pense que ça a été particulièrement clair sur un certain nombre de points que l'on n'avait pas abordés dans d'autres auditions. Donc je crois que la démonstration a été claire. C'est un éclairage nouveau de ce dossier qui est intéressant. Donc moi, je n'ai pas de questions à poser. Sinon, ce serait plutôt des questions qui auraient plutôt des connotations politiques. Et je pense que ce n'est pas nécessaire de le faire aujourd'hui. Alors moi, je serais tentée de... juste après, je vais donner la parole à M. Capocanella. De vous demander aussi sur la map, un peu votre retour un petit peu sur la map. Bon, là, il y a eu une évaluation préalable qui a quand même été... très insuffisante dans le montant, en tout cas. Voilà. Mais toutes les offres ont été au-dessus, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez quand même de ce rôle de la MAP? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, comment vous le jugez par rapport à cette opération? Et puis M. Campo-Canella va nous dire quelque chose aussi. Merci Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur Fougère d'abord de votre exposé qui était clair et concis à la fois. Ma question sera plus au regard de l'expérience qui s'est déroulée après et au regard de la mise en œuvre. Si vous deviez aujourd'hui porter un regard critique sur la procédure, sur le dispositif écotaxe, quelles leçons vous tireriez de sa mise en œuvre telle qu'on peut la connaître aujourd'hui? Et c'est toujours plus facile à dire encore une fois aujourd'hui, mais est-ce qu'on aurait pu emprunter d'autres chemins de votre point de vue pour assurer l'intérêt de l'État et l'intérêt général avec la perception de cette écotaxe? Oui. Donc sur la première question, Madame la Présidente, je suis un peu mal à l'aise, pour être franc. Je pense que tout le monde a un tout petit peu suivi une courbe d'expérience sur cette affaire. On n'avait jamais connu d'affaire de cette nature avant. Et la MAP a perfectionné petit à petit, et probablement que les insuffisances que l'on peut voir a posteriori, il aurait été bien difficile de les détecter a priori. Donc, bon, on peut toujours dire que c'est insuffisant, mais je crois qu'aujourd'hui, sans doute, la MAP, si elle était constituée aujourd'hui pour voir tout ça, réagirait sans doute un peu différemment. Mais je ne jetterai pas la pierre à ceux qui la composent, franchement. Surtout que ce sont des gens de qualité. Sur le cheminement, oui, je répondrai alors là, pour le coup, très clairement. J'ai regretté pour ma part qu'on ne fasse pas l'étape de la taxe expérimentale en Alsace. Mais je ne l'ai pas défendu outre mesure parce que j'étais avec la casquette de directeur de cabinet du Premier ministre et je n'étais pas là pour défendre l'Alsace. Et ça aurait été mal compris, mal perçu. Je me devais à la loyauté envers le gouvernement qui avait choisi un dispositif national et qui en faisait un objectif politique. Mais je crois qu'en termes pratiques, nous avons fait une erreur. M. Capocanella, ça répond bien à votre question. Merci beaucoup, M. Fougère. On a une actualité du Premier ministre dans quelques minutes. Si vous nous permettez comme ça d'assister aussi à ce débat. Et... En tout cas, merci beaucoup. Merci, notre audition était importante pour nous. Merci infiniment. Voilà, vous avez pu suivre donc l'audition de Jean-Paul Fougère dans le cadre de la commission d'enquête sur la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourd. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.